Il y a des instants où quelques secondes suffisent à briser des décennies de certitude militaire. Et ce qui va se produire sur une côte balayée par le vent, au nord de l'Europe, va provoquer exactement cet effet. Une cible flotte sur l'eau froide, imitant un petit bâtiment de combat, avançant à bonne vitesse et changeant constamment de cap pour compliquer toute tentative de tir. Sur le rivage, une machine immobile attend l'ordre. À première vue, elle ressemble à n'importe quel obusier automoteur moderne, un de ces véhicules que l'on croit connaître, classer et comprendre depuis longtemps. Pourtant, ce qui va suivre va forcer les observateurs les plus sceptiques à admettre que l'artillerie terrestre vient d'entrer dans une ère totalement nouvelle. Nous sommes en 1996, sur un polygone d'essai suédois utilisé pour tester des systèmes d'armes navales et terrestres dans des conditions proches du combat réel. Les représentants de plusieurs pays de l'Alliance Atlantique se tiennent à distance, observant la scène avec un intérêt poli, sans réelle attente spectaculaire. Aucun obusier terrestre, dans toute l'histoire de l'artillerie, n'a jamais réussi à toucher une cible mobile en mer avec un seul tir, surtout lorsque cette cible manœuvre et modifie sa trajectoire de manière imprévisible. L'idée même semble presque absurde. La tourelle de la machine allemande commence à pivoter lentement. Le long tube du canon s'élève, calculant son angle avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, aucun équipage ne se démène, aucun ordre crié, aucun mouvement précipité. Tout est silencieux, presque inquiétant. Puis, le coup part. Un seul obus quitte le canon, disparaît dans le ciel, décrit une trajectoire parfaite et, après quelques instants suspendus, frappe la cible en plein mouvement. Impact direct, un seul tir, pas de correction, pas de second essai. L'eau explose autour de la cible et pendant une fraction de seconde, le silence est total. Les officiers présents échangent des regards lourds de sens. Ils comprennent immédiatement ce qu'ils viennent de voir. Ce n'est pas une réussite isolée, ni un coup de chance exceptionnel. C'est la démonstration publique d'un système capable de faire ce que personne n'avait jamais réussi auparavant. Ce jour-là, sur cette côte suédoise, l'artillerie terrestre cesse d'être un simple outil de saturation pour devenir une arme de précision stratégique. La machine responsable de ce tir porte un nom qui va bientôt devenir synonyme de supériorité technologique, PZH-2000. Pour comprendre comment l'Allemagne en est arrivée à ce moment précis, il faut revenir presque 10 ans en arrière, à une époque où l'équilibre militaire en Europe semblait figé. Au milieu des années 80, les états-majors d'Europe occidentale dressent un constat inquiétant. En cas de conflit majeur, les forces du pacte de Varsovie disposent d'un avantage écrasant en matière d'artillerie. Des milliers d'obusiers automoteurs soviétiques pourraient, en quelques heures, transformer les positions de l'OTAN en champs de ruines. Les systèmes occidentaux existants sont fiables, mais lents, peu précis et incapables de rivaliser avec un tel déluge de feu. La première tentative de réponse prend la forme d'un programme international ambitieux baptisé SP-70. L'idée est séduisante sur le papier. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie décident d'unir leurs ressources pour créer un obusier automoteur commun capable de devenir un standard européen. Les coûts seraient partagés, la production rationalisée, et chaque armée bénéficierait d'un système moderne sans supporter seule le poids financier du développement. Mais très vite, la coopération se transforme en champ de bataille politique et industriel. Chaque pays impose ses propres exigences, modifie les spécifications, réclame des adaptations particulières. Les délais explosent, les budgets dérivent, et les ingénieurs se retrouvent prisonniers de compromis impossibles. À mesure que les années passent, il devient évident que le programme SP-70 est condamné. Des sommes colossales ont été englouties, sans qu'aucune machine opérationnelle ne voie le jour. Au milieu des années 80, l'échec est total et définitif. Pour les ingénieurs et les stratèges allemands, cet échec devient une leçon fondamentale. Chercher à satisfaire tout le monde conduit à un résultat médiocre, voire inexistant. Si l'on veut créer une arme réellement révolutionnaire, il faut accepter de travailler seul et d'imposer une vision claire, quitte à prendre des risques. En 1987, l'Allemagne lance donc son propre programme national, avec un objectif brutalement simple et terriblement ambitieux. Créer le meilleur obusier automoteur du monde sans compromis. Les exigences formulées par l'armée allemande font frémir plus d'un expert. La future machine devra tirer plus loin, plus vite et avec une précision inégalée.
Elle devra être capable de frapper des cibles que l'artillerie traditionnelle ne peut même pas envisager. Elle devra fonctionner presque entièrement en mode automatique, réduisant la charge physique et mentale de l'équipage. Beaucoup estiment ces demandes irréalistes, voire irréalisables avec les technologies de l'époque. Le développement est confié à un industriel déjà réputé pour avoir conçu l'un des meilleurs chars de combat de sa génération. Les ingénieurs partent d'un châssis éprouvé, robuste, capable de supporter des masses considérables et commencent à bâtir autour de lui une tourelle entièrement nouvelle. Très vite, ils identifient le principal verrou technologique de l'artillerie moderne, le chargement manuel. Tant que des hommes doivent soulever des obus lourds, régler des fusées et manipuler des charges propulsives, la cadence de tir reste limitée et la fatigue s'accumule. La décision est alors prise de confier cette tâche à des systèmes mécaniques et électroniques. Une automatisation complète du chargement devient le cœur du projet. Cette idée, simple en apparence, va demander des années de développement, de tests et d'échecs successifs. 6 années sont nécessaires pour transformer ces concepts audacieux en un prototype fonctionnel. En 1993, la première PZH 2000 sort enfin des ateliers. De l'extérieur, la machine impressionne par sa stature. Une tourelle massive, un canon extrêmement long, un ensemble qui dégage une impression de puissance brute. Mais la véritable révolution se cache à l'intérieur. Un magasin automatisé, capable d'emporter 60 obus, un système informatique capable de calculer instantanément la trajectoire idéale en tenant compte du vent, de la température, de l'usure du tube et de dizaines d'autres paramètres. L'équipage n'a plus qu'à désigner la cible. Les premiers essais confirment que les ingénieurs allemands ont franchi un cap. La cadence de tir atteint des niveaux jamais vus auparavant pour un obusier de ce calibre. Mais ce n'est encore qu'un avant-goût de ce que la machine est réellement capable d'accomplir. Une autre technologie, bien plus terrifiante pour l'adversaire, est en train de naître dans les algorithmes de son système de conduite de tir. Une technologie qui va redéfinir la notion même de survie sur le champ de bataille. Ce que les observateurs ont vu lors des premiers essais n'était qu'une surface lisse dissimulant une mécanique intellectuelle bien plus inquiétante pour tout adversaire potentiel. La véritable rupture introduite par la PZH 2000 ne se mesurait pas seulement en kilomètres ou en coups par minute, mais dans la manière même dont le temps et l'espace étaient désormais manipulés sur le champ de bataille. Jusqu'alors, l'artillerie suivait une logique simple et brutale. Tirer, attendre l'impact, corriger, tirer encore. Une séquence prévisible, laissant toujours une fenêtre, même infime, pour réagir. Les ingénieurs allemands ont décidé de s'attaquer précisément à cette faille. Leur raisonnement était presque philosophique. Si l'ennemi ne peut pas comprendre ce qui se passe, il ne peut ni se protéger ni s'échapper. À partir de cette idée naît un concept qui pendant longtemps n'existait que dans des équations théoriques. Faire en sorte que plusieurs obus, tirés à des instants différents, atteignent la cible exactement au même moment. Pour y parvenir, il ne suffisait pas de disposer d'un canon puissant. Il fallait un cerveau capable de calculer, en temps réel, des trajectoires radicalement différentes pour chaque projectile. Le premier obus devait s'élever très haut, décrire une parabole ample et lente. Le suivant devait suivre une trajectoire plus tendue, plus rapide. Les suivants encore devaient presque frôler l'horizon. Tous ces projectiles, partis avec plusieurs secondes d'écart, devaient converger vers un même point, à la même seconde. Cette coordination exigeait une précision absolue. La moindre variation de température, une rafale de vent imprévue, un tube légèrement usé, et tout l'édifice s'effondrait. C'est là que le système de conduite de tir de la PZH 2000 change radicalement la donne. Chaque tir n'est plus un acte isolé, mais une partie d'un ensemble calculé. Le calculateur balistique embarqué ne se contente pas de déterminer un angle et une charge. Il simule l'avenir, anticipe le comportement de chaque obus pendant toute la durée de son vol. Lorsque les premiers essais complets de cette technologie sont menés, les résultats dépassent les prévisions les plus optimistes. 5, parfois 6 obus frappent la cible simultanément, alors qu'ils ont quitté le canon à plusieurs secondes d'intervalle. Pour celui qui se trouve en face, la perception est glaçante. Il n'y a pas de premier impact servant d'avertissement. Il n'y a qu'une destruction instantanée, massive, sans chronologie discernable.
Cette capacité transforme l'artillerie en arme de choc psychologique. Les doctrines classiques de dispersion, de mise à couvert après le premier impact, deviennent inutiles. Même les positions retranchées perdent une grande partie de leur valeur. La PZH-2000 ne frappe pas une zone, elle exécute une cible. Parallèlement à cette révolution conceptuelle, les ingénieurs poursuivent l'optimisation de la cadence de tir. Grâce à l'automatisation complète du chargement, la machine enchaîne les coups à un rythme que les systèmes contemporains ne peuvent approcher. Là où d'autres obusiers voient leurs équipages s'épuiser physiquement après quelques minutes, la PZH-2000 maintient une efficacité constante. Les mécanismes sélectionnent le type d'obus, ajustent la fusée, dosent la charge propulsive, et tout cela sans intervention humaine directe. Cette automatisation n'est pas seulement une question de confort. Elle permet de réduire les erreurs, d'augmenter la régularité et surtout de diminuer le temps passé sur une position de tir. Dans un environnement où les radars de contre-batterie sont capables de localiser une source de tir en quelques secondes, chaque instant compte. Plus une pièce reste immobile, plus elle devient une cible. Les essais démontrent que la PZH-2000 peut délivrer une salve dévastatrice, puis se déplacer avant même que l'ennemi n'ait terminé ses calculs de riposte. Cette mobilité tactique devient un élément central de sa philosophie d'emploi. Tirer, frapper, disparaître. Une séquence rapide, presque mécanique, qui laisse derrière elle des positions détruites et un adversaire désorienté. Les démonstrations officielles attirent rapidement l'attention des états-majors étrangers. Certains observateurs parlent d'une rupture comparable à l'introduction des chars au début du XXe siècle. D'autres restent prudents, cherchant les limites de ce système qui semble trop parfait pour être vrai. Ils se demandent si une telle sophistication peut réellement fonctionner hors des conditions contrôlées des polygones d'essai. Pour répondre à ces doutes, les ingénieurs allemands multiplient les scénarios extrêmes. Ils testent la précision à longue distance, la répétabilité des tirs, la résistance des systèmes électroniques aux contraintes mécaniques. À chaque cycle d'essai, la machine gagne en maturité. Les logiciels sont affinés, les capteurs recalibrés, les procédures simplifiées. En 1996, lorsque la production en série est enfin validée, l'ambition initiale est immense. L'armée allemande envisage un remplacement presque complet de ses anciennes pièces d'artillerie. Plus d'1 millier d'exemplaires sont évoqués dans les plans initiaux. Mais le contexte géopolitique évolue brutalement. La guerre froide appartient désormais au passé, et avec elle disparaît la perspective d'un affrontement massif en Europe centrale. Les budgets sont réduits, les priorités changent, et le programme semble menacé. Beaucoup pensent que la PZH-2000 restera une merveille technologique, produite en quantité limitée, admirée par les spécialistes, mais sans véritable impact stratégique. Pourtant, au même moment, une série d'événements va complètement inverser cette perception et propulser la machine allemande sur le devant de la scène internationale. À partir du moment où la PZH-2000 cesse d'être un simple prototype prometteur pour devenir un système prêt à être produit, son destin échappe progressivement au cadre strictement national. Les démonstrations techniques ne sont plus seulement destinées à convaincre l'armée allemande, mais à envoyer un message clair au reste du monde militaire. Ce message est simple et dérangeant. L'artillerie, longtemps perçue comme lente et prévisible, vient de retrouver un rôle central dans la guerre moderne. Les premières présentations internationales sont organisées avec une précision presque théâtrale. Rien n'est laissé au hasard. Les distances sont volontairement élevées, les cibles placées dans des zones où la plupart des obusiers existants atteignent leurs limites. Les ingénieurs savent que la meilleure manière de convaincre n'est pas de parler, mais de montrer. À chaque tir, la PZH-2000 confirme qu'elle n'est pas une évolution graduelle, mais une rupture complète avec les standards établis. La question de la portée devient rapidement un sujet central. Les doctrines classiques reposent sur l'idée que l'artillerie opère à une distance relativement similaire des deux côtés du front. Celui qui tire plus loin prend un avantage décisif, car il peut frapper sans s'exposer. Avec ses munitions conventionnelles, la PZH-2000 dépasse déjà ce que beaucoup considéraient comme un plafond technologique raisonnable. Mais ce n'est qu'un point de départ. Lorsque les essais avec des obus assistés par générateurs de gaz de Tulot commencent, la portée franchit un seuil psychologique. 30 km ne sont plus une limite, mais une norme confortable. 40 km deviennent une réalité opérationnelle. À ces distances, les zones habituellement considérées comme relativement sûres, postes de commandement, dépôts logistiques, axes de renfort, entrent soudain dans le champ de menaces directes.
L'étape suivante marque les esprits de manière durable. Lorsqu'un projectile développé en Afrique australe est introduit dans le processus d'essai, les résultats semblent presque irréels. L'obus quitte le tube, disparaît bien au-delà de l'horizon et atteint une cible située à plus de 50 km. Pour beaucoup d'observateurs, ce tir agit comme un électrochoc. La profondeur tactique des arrières n'existe plus de la même manière. Ce qui était autrefois hors de portée devient vulnérable. Cette capacité change la manière dont les états-majors envisagent la planification d'une opération. La PZH-2000 n'est plus seulement un outil d'appui direct, mais un moyen de désorganiser l'adversaire en profondeur, de couper ses flux, de perturber sa coordination avant même que le contact principal ne soit établi. Chaque tir devient une décision stratégique, pas seulement tactique. Les réactions internationales ne se font pas attendre. Certains pays voient dans cette machine une opportunité unique de compenser une infériorité numérique par une supériorité technologique. D'autres s'interrogent sur la complexité d'un système aussi sophistiqué, craignant une dépendance excessive à l'électronique et aux chaînes logistiques avancées. Pourtant, un élément rassure rapidement les acheteurs potentiels. La PZH-2000 est conçue dès l'origine pour fonctionner avec les standards de l'Alliance Atlantique. Elle accepte l'ensemble des munitions de 155 mm déjà en service dans les arsenaux occidentaux. Cela signifie qu'aucun pays n'a besoin de créer une logistique entièrement nouvelle pour l'adopter. Les stocks existants restent utilisables, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas bouleversées, et l'intégration dans les structures déjà en place est facilitée. Cette compatibilité joue un rôle clé dans les premières décisions d'ABA, sont parmi les premiers à franchir le pas. Leur doctrine militaire, historiquement tournée vers des forces réduites mais très modernes, correspond parfaitement à la philosophie de la PZH-2000. D'autres nations européennes suivent avec attention, observant les performances, analysant les rapports d'essai et comparant avec leur propre système vieillissant. L'intérêt ne se limite pas au continent européen. Des délégations venues de régions beaucoup plus éloignées assistent aux démonstrations, conscientes que la nature des conflits évolue. Les affrontements asymétriques, les opérations expéditionnaires et les engagements à longue distance deviennent de plus en plus fréquents. Dans ce contexte, une artillerie capable de frapper vite, loin et avec précision représente un atout considérable. Malgré cet engouement croissant, l'avenir du programme reste fragile. Les réductions budgétaires consécutives à la fin des tensions Est-Ouest pèsent lourdement sur les décisions politiques. Les commandes initialement prévues sont revues à la baisse. Certains observateurs estiment que la PZH-2000 risque de devenir une arme d'élite, produite en nombre limité, réservée à quelques unités spécialisées. C'est précisément à ce moment charnière que la machine va prouver qu'elle n'est pas seulement impressionnante sur le papier ou lors de démonstrations soigneusement préparées. Des événements extérieurs, imprévisibles, vont l'arracher au cadre des essais et la confronter à une réalité bien plus brutale. Une réalité où les calculs, les algorithmes et les mécanismes automatisés devront fonctionner sous la pression, la poussière et le feu ennemi. Lorsque la PZH-2000 quitte enfin l'univers relativement prévisible des démonstrations et des essais contrôlés, elle entre dans un environnement où aucune variable ne peut être totalement maîtrisée. Le décor change brutalement. Fin des cibles statiques, des procédures répétées et des équipes d'ingénieurs prêtes à intervenir à la moindre anomalie. Désormais, la machine doit prouver sa valeur là où chaque erreur se paie immédiatement, au milieu d'un conflit réel, contre un adversaire qui s'adapte et apprend. Le théâtre de cette épreuve est l'Afghanistan, un pays dont la géographie et le climat constituent déjà un défi pour n'importe quel équipement militaire. Les montagnes, les vallées étroites, la poussière omniprésente et les écarts de température extrêmes créent des conditions très éloignées de celles pour lesquelles la PZH-2000 avait initialement été pensée. Pourtant, c'est précisément là que certaines armées alliées décident de l'engager pour la première fois. Ce ne sont pas les forces allemandes qui ouvrent le bal, mais leurs partenaires néerlandais. En 2006, 3 pièces sont déployées dans le sud du pays, au sein d'un contingent soumis à une pression constante. Les combats sont intenses, fragmentés, imprévisibles. Les unités au sol subissent des tirs réguliers, des embuscades et des attaques coordonnées qui mettent à rude épreuve les dispositifs de sécurité traditionnels. L'infanterie a besoin d'un appui capable d'intervenir rapidement, avec précision, sans exposer inutilement ses propres forces.
La PZH-2000 entre alors dans un rôle pour lequel elle n'avait encore jamais été évaluée de manière aussi directe. Les coordonnées des cibles arrivent par radio, transmises par des observateurs avancés, des drones et parfois même par des unités déjà sous le feu. Le temps de réaction devient critique. Quelques minutes, parfois moins, séparent la demande d'appui du moment où les obus quittent le tube. Les premières missions de tir révèlent immédiatement un contraste saisissant avec les systèmes plus anciens. Les positions adverses, souvent dissimulées dans des zones complexes, sont frappées avec une violence soudaine. Les combattants visés n'ont pas le temps de comprendre d'où vient le feu. Les impacts simultanés écrasent des groupes entiers avant qu'ils ne puissent se disperser. Pour ceux qui survivent, l'effet psychologique est dévastateur. L'artillerie n'est plus perçue comme un danger distant, mais comme une menace immédiate et omniprésente. L'opération Medusa marque un tournant. Dans la région de Panjwai, les combats atteignent une intensité rarement observée depuis le début du conflit. Les forces de la coalition font face à une résistance organisée, nombreuse et déterminée. Les PZH-2000 sont sollicités jour et nuit. Les équipages enchaînent les missions, parfois sans interruption prolongée. Les systèmes automatisés fonctionnent sous pression, accumulant des centaines de coups dans des conditions qui n'ont rien de théorique. C'est là que la machine démontre une qualité essentielle, souvent absente des brochures commerciales. La fiabilité en situation extrême. Malgré l'intensité de l'utilisation, les pannes critiques restent rares. La précision demeure constante. Les obus atteignent leurs objectifs même lorsque les distances varient et que les conditions météorologiques changent brutalement. Cependant, ce baptême du feu ne tarde pas à révéler des failles que les essais européens n'avaient jamais mises en évidence. La poussière afghane s'infiltre partout. Les filtres s'encrassent rapidement, les mécanismes doivent être nettoyés en permanence, et certains composants électroniques montrent une sensibilité inattendue à cet environnement abrasif. Les équipages passent des heures supplémentaires à entretenir la machine, conscients que la moindre négligence peut compromettre la mission suivante. Les variations thermiques posent également un problème subtil mais sérieux. Le comportement balistique du canon dépend fortement de sa température. Or, dans un climat où la chaleur écrasante du jour laisse place à des nuits froides, maintenir des conditions optimales devient un défi constant. Les calculs restent précis, mais ils exigent une attention accrue et des ajustements fréquents. Un autre danger apparaît progressivement, les attaques indirectes. Les adversaires utilisent abondamment des armes légères et des mortiers, visant parfois le sommet des positions. La protection supérieure de la tourelle, suffisante dans un contexte européen, montre ses limites face à cette menace spécifique. Les équipages prennent conscience que la survie ne dépend pas seulement de la mobilité et de la rapidité de tir, mais aussi de la capacité à encaisser des menaces venues d'en haut. Malgré ces difficultés, le bilan opérationnel reste largement positif. Les commandants de terrain constatent que la présence des PZH-2000 modifie profondément la dynamique des combats. Les unités au sol avancent avec davantage de confiance, sachant qu'un appui massif et précis peut être déclenché presque instantanément. Les adversaires, eux, adaptent leur tactique, réduisent leur concentration et tentent de se disperser, preuve indirecte de l'efficacité de l'artillerie allemande. Ces retours du terrain remontent rapidement vers les industriels et les états-majors. Les critiques sont franches, parfois dures, mais elles sont aussi précieuses. Elles mettent en lumière ce qui doit être amélioré pour que la machine conserve son avantage dans des contextes encore plus exigeants. Une phase de réflexion s'ouvre, annonçant des modifications profondes et des choix techniques déterminants pour l'avenir du système. Les rapports venus d'Afghanistan ne laissent plus place au doute. La PZH-2000 a prouvé qu'elle pouvait frapper fort, loin et vite. Mais elle a aussi mis en évidence une vérité que tout ingénieur militaire connaît trop bien. Aucune machine, aussi avancée soit-elle, n'est parfaite lorsqu'elle affronte la guerre réelle. Pour les concepteurs allemands, ce constat n'est pas un échec, mais un point de départ. Les remarques formulées par les équipages et les commandants de terrain sont étudiées ligne par ligne. La poussière, la chaleur, les attaques indirectes, l'usure accélérée de certains composants, tout est analysé sans complaisance. De cette phase de retour d'expérience naît une version améliorée de l'obusier, pensée non plus pour un affrontement hypothétique en Europe, mais pour des conflits asymétriques, prolongés,
dans des environnements hostiles. La modernisation apporte des changements concrets. Le confort thermique de l'équipage est amélioré, la protection du toit renforcée, les systèmes auxiliaires gagnent en puissance et en autonomie. Les dispositifs de filtration sont revus pour mieux résister aux particules fines. Ces évolutions ne transforment pas la philosophie de la machine, mais elles la rendent plus endurante, plus adaptée à une exploitation prolongée, loin des bases arrières. Pendant ce temps, l'Allemagne observe avec attention. Longtemps réticente à engager ses propres pièces dans des combats actifs, elle finit par franchir le pas. En 2010, plusieurs obusiers sont déployés dans le nord de l'Afghanistan, dans une zone où les attaques contre les forces allemandes se sont intensifiées. Leur première mission de tir réel intervient dans un contexte tendu, visant à sécuriser une opération d'évacuation sous la menace ennemie. Pour les équipages allemands, l'expérience est différente de celle des exercices. Chaque mission est précédée d'une concentration extrême. Les calculs sont vérifiés, les paramètres ajustés, les positions soigneusement choisies. Lorsque les tirs sont effectués, ils remplissent leur rôle sans défaillance. La machine répond aux attentes, confirmant que les enseignements tirés du déploiement néerlandais n'ont pas été ignorés. Au fil des années, la PZH-2000 continue d'évoluer, non seulement par des modifications matérielles, mais aussi par l'amélioration constante de ses munitions. Les essais de portée se poursuivent bien au-delà de ce qui était initialement envisagé. Sur un polygone africain, un tir établit un record impressionnant, démontrant que la distance maximale n'est plus un simple chiffre théorique, mais une capacité exploitable. Plus tard, de nouveaux tests repoussent encore cette limite. Le projectile quitte le canon, traverse des dizaines de kilomètres et atteint une zone que peu d'artilleries terrestres peuvent menacer. Ces performances attirent l'attention de nombreux états-majors, qui comprennent que la profondeur du champ de bataille vient de s'étendre de manière irréversible. La précision n'est pas en reste. L'intégration de munitions guidées transforme l'obusier en instrument chirurgical. Des tirs sont effectués à des distances variables et les impacts se produisent à quelques mètres seulement du point visé. Pour l'artillerie, traditionnellement associée à la saturation de zone, ce niveau de précision représente une mutation profonde. Chaque obus devient une décision réfléchie, capable de frapper sans détruire inutilement ce qui l'entoure. Sur le marché international, la réputation de la PZH-2000 s'installe durablement. Plusieurs pays font le choix de l'adopter, convaincus que cette machine offre une combinaison rare de puissance, de portée et de flexibilité. Les unités qui l'exploitent savent qu'elles disposent d'un outil capable de changer l'équilibre d'un engagement avant même que l'ennemi ne prenne conscience de la menace. Mais la force de cet obusier ne réside pas uniquement dans ses chiffres ou ses records. Elle se trouve dans la manière dont il impose un rythme que l'adversaire subit sans pouvoir l'influencer. La PZH-2000 frappe, se déplace, se cache, puis frappe à nouveau. Elle refuse la confrontation directe, privilégie la surprise, et exploite chaque seconde gagnée par l'automatisation et la mobilité. À mesure que les conflits modernes deviennent plus rapides, plus dispersés et plus imprévisibles, ce modèle d'artillerie s'impose comme une référence. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il réduit drastiquement les marges de manœuvre de celui qui lui fait face. Sur un champ de bataille saturé de capteurs, de drones et de radars, la capacité à frapper avant d'être détecté devient une question de survie. La PZH-2000 n'a pas été conçue pour être spectaculaire. Pourtant, à chaque engagement, elle rappelle une vérité simple et brutale. Lorsque l'artillerie devient imparable, il n'y a plus de seconde chance, seulement un impact, puis le silence.